Salut à tous, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui s'annonce un petit peu particulière, je crois. Je vais vous parler d'une affaire française dramatique pour laquelle on n'a malheureusement pas autant d'informations qu'on le souhaiterait, ce qui est assez frustrant, vous allez le voir, mais je vais l'utiliser comme point de départ pour ouvrir la discussion sur un sujet plus large, donc j'espère vraiment que vous resterez jusqu'au bout. C'est quelque chose que je vous demande rarement, presque jamais en fait, mais là c'est vraiment important. S'il vous plaît, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de commencer, je voudrais aussi prendre un petit peu de temps pour remercier les personnes qui travaillent au Nouveau Détective, qui m'ont permis d'utiliser leurs archives pour compléter mes recherches pour cette vidéo. Comme d'habitude, je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières, et dès que vous êtes prêts, c'est parti. Nous sommes le dimanche 30 mai 2010. André et sa femme s'inquiètent, il est 13h passé et ils n'ont toujours aucune nouvelle de leur fille Isabelle, de son mari Jérôme et de leurs 4 enfants qui devaient pourtant leur rendre visite pour le déjeuner. Ça ne leur ressemble pas, ils ne sont jamais en retard d'habitude. Pire encore, ils ne répondent pas à leur téléphone, les portables comme le fixe tombent inlassablement sur répondeur. Un peu avant 14h, André décide de prendre sa voiture pour se rendre au domicile de la famille, situé dans un petit village de Vendée à une quinzaine de kilomètres de chez lui. Sur la route, on imagine bien l'inquiétude de ce grand-père. Bien qu'il essaye de les chasser, de nombreuses hypothèses tentent de se formuler dans son esprit, pourtant rien ne peut le préparer à ce qu'il va découvrir. Arrivé devant la maison des Dubois, le portail est clos, tout semble calme dans la maison, les volets sont fermés, comme si tout le monde dormait encore. C'est une jolie petite maison neuve, construite dans un lotissement récent, dans une impasse, tout près du bois de la Folie, un bois qui malheureusement porte un nom de sinistre présage. André s'approche de la porte d'entrée, elle est fermée, il sonne, tambourine, mais à l'intérieur, aucun bruit ne se fait entendre. Il appuie frénétiquement sur la poignée et, après quelques instants de lutte, elle cède et s'ouvre sur une vision d'horreur. Dans le salon, directement dans l'alignement de la porte, André découvre le corps de son beau-fils, Jérôme Dubois. Il s'est pendu avec une corde en nylon après être monté sur la table de la salle à manger. À ses pieds, une bûche de bois et un couteau, tous deux ensanglantés. Profondément choqué et bouleversé, André crie, il appelle à l'aide. Le voisin de la maison d'à côté accourt aussitôt et aperçoit, lui aussi, le corps de Jérôme Dubois. Les 2 hommes s'empressent d'appeler les secours, mais la découverte de ce premier drame n'est que le début et annonce encore bien pire. Dans la chambre parentale, située au rez-de-chaussée, les mots sont durs mais il n'est pas possible de décrire la scène autrement, un véritable carnage. Isabelle, la fille d'André et femme de Jérôme, est allongée en travers du lit. Elle a été poignardée à une 12aine de reprises, dont plusieurs fois au visage et une dans le poumon, puis égorgée. Il y a du sang plein les draps, plein les murs aussi. La pièce est en désordre, Isabelle s'est visiblement débattue avec rage contre son agresseur, il y a des affaires renversées, un vase s'est brisé en 1000 morceaux sur le sol. Et puis on monte à l'étage, le cœur déjà serré à l'idée de l'horreur probable qu'on va y trouver. Les corps des enfants reposent chacun dans leur lit, en pyjama. De toute évidence, ils ont été surpris dans leur sommeil et frappés au visage à plusieurs reprises avec un objet contondant. On retrouve dans les plaies et autour des corps des éclats de bois. La fameuse bûche ensanglantée vue plus tôt, c'est probablement l'arme qui a été utilisée. Après les meurtres des 4 enfants, l'assassin leur a tourné le visage vers le matelas, comme pour masquer les dommages des coups violents portés quelques instants plus tôt. La sauvagerie du crime est franchement indescriptible. Les gendarmes et les pompiers sont extrêmement secoués.
Quant à André, je crois qu'on peut difficilement verbaliser la violence d'un tel traumatisme. Bien vite, tout le voisinage comprend que quelque chose de grave s'est produit chez la famille Dubois. Dans leur petit village, on n'est pas franchement habitué à voir autant d'enquêteurs grouillés autour d'une maison. Xavier Pavageau, le procureur de La Roche-sur-Yon, répond aux premières interrogations. L'hypothèse d'un drame familial n'est qu'une hypothèse parmi d'autres. Et pour être honnête, dans les premiers jours, personne n'y croit à cette théorie-là. C'est pas possible. Les Dubois étaient plus qu'une famille sans histoire, c'était une famille soudée, où tout le monde s'aimait. Jérôme Dubois, tout le monde le connaissait et l'appréciait, c'était le médecin rural de la petite commune d'à côté. C'était un très bon médecin, attentionné, dévoué, qui adorait sa femme et ses enfants. Ils étaient heureux. Le docteur ne travaillait d'ailleurs pas les mercredis pour pouvoir passer du temps avec sa famille. L'incompréhension est totale. Non, c'est forcément un crime crapuleux, un cambrioleur ou même un fou en liberté. On se dit que quelqu'un a dû s'introduire dans la maison et faire vivre l'enfer à cette famille. C'est la seule explication envisageable. Mais dans les jours qui suivent la découverte des corps, cette hypothèse s'affaiblit. La maison était entièrement verrouillée de l'intérieur lorsqu'André est arrivé sur place, et le vase brisé dans la chambre parentale semble avoir blessé Jérôme Dubois au pied. Grâce à cet indice et les traces de sang laissées, on peut reconstituer une partie de la chronologie, ou en tout cas l'imaginer. Il semblerait que le médecin ait commencé par s'en prendre à sa femme, avec le couteau, puis qu'en sortant de la chambre, il ait marché sur un éclat du vase et se soit coupé. Ensuite, il serait retourné dans le salon et aurait saisi une bûche dans la pile située à proximité de la cheminée. Puis il serait monté à l'étage, visitant les chambres de ses 4 enfants endormis. Une fois les meurtres accomplis, on pense que Jérôme serait redescendu pour se changer, car ses vêtements ne portaient aucune trace de sang, puis se serait pendu. Il avait 34 ans. Isabelle Dubois était une jeune mère de famille de 35 ans. Alice, la plus grande des enfants, avait 9 ans. Nathan en avait 7, Lucas 5, et Tom, le petit dernier, était âgé de 3 ans. À ce stade de mon récit, vous vous attendez certainement à ce que tout bascule, à ce que je vous révèle les secrets de la famille Dubois, une double vie pour Jérôme, une maîtresse, une trahison peut-être, ou bien des problèmes d'argent, la faillite, ou même des gros problèmes conjugaux. Mais l'horrible révélation dans cette affaire, c'est que, malgré une enquête minutieuse et approfondie, on n'a rien retrouvé de tout ça. Les gendarmes ont pourtant épluché les factures, les contenus des téléphones, les relevés d'appels, les SMS envoyés, les emplois du temps de tous les membres de la famille. Rien. Il y avait rien. Pas de problème d'argent, pas de dette, pas de difficultés particulières, pas de disputes dans le couple, pas de mensonges ou de secrets. Tout allait bien dans leur vie. On sait même pas exactement quand ils sont morts parce que ils ont été retrouvés le dimanche en début d'après-midi, mais la dernière fois qu'on les a vus en vie, c'était le vendredi. Isabelle avait fait des courses au Super U du coin ce matin-là, avant de passer chez un fleuriste pour lui commander une composition florale qu'elle passerait récupérer le lendemain en prévision de la fête des mères. Elle a ensuite été chercher ses 3 plus grands enfants à l'école pour les faire déjeuner à la maison, et l'après-midi, elle les a déposés à la salle de sport où ils devaient s'entraîner pour une compétition de sandball à venir. En fin d'après-midi, Isabelle repasse chercher ses enfants, elle échange quelques mots avec les autres parents d'élèves présents, elle a l'air tout à fait normale, heureuse, y a rien à signaler. Puis elle rentre avec eux et c'est la dernière fois qu'on les a vus en vie. Le lendemain, Isabelle ne s'est pas présentée chez le fleuriste pour récupérer son bouquet. Quant aux enfants, qui devaient à nouveau participer à un entraînement de sport, ils étaient absents. Jérôme Dubois, quant à lui, a exceptionnellement fermé son cabinet ce vendredi-là pour suivre une formation. Il rentre tard ce soir-là, comme c'est de toute façon toujours le cas, tellement il travaille et il est investi dans son rôle de médecin de campagne. Un voisin se rappelle l'avoir vu sortir les poubelles dans la soirée et il avait l'air tout à fait normal. Mais alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Pourquoi, selon toute vraisemblance, cette nuit-là, le médecin a assassiné de façon barbare les 5 personnes qui lui étaient les plus précieuses au monde? Je veux pas faire durer un suspense pour rien, y a pas de réponse officielle à cette question. Est-ce qu'on pourra l'avoir un jour ? Je sais pas, étant donné que tout le monde est mort
et que Jérôme Dubois ne semble pas avoir laissé un écrit, des notes, pour qu'on puisse un peu mieux comprendre les raisons de son geste. Il y a bien des documents qui ont été brûlés dans la cheminée par le médecin cette nuit-là, mais l'enquête n'a jamais révélé de quoi il s'agissait. Mais il y a quand même des choses à aller creuser un petit peu, pas nécessairement dans la personnalité du docteur, parce que visiblement, c'était réellement quelqu'un de bien, de gentil, d'aimant, mais plutôt dans son état mental et surtout dans ce que je vais appeler des troubles de l'humeur, qui étaient apparus depuis quelques semaines, voire mois avant le drame. On sait de sources assez unanimes de toutes les personnes de l'entourage, mais aussi de ses patients, que le docteur Dubois était très fatigué, même complètement surmené par son travail. Ceux qui habitent à la campagne connaissent probablement ce problème qu'on appelle le désert médical, c'est-à-dire qu'il y a des zones en France, généralement des zones assez voire très rurales, dans lesquelles il y a tout simplement pas assez de médecins. Certaines régions ou communes tentent parfois d'attirer des professionnels de santé en leur proposant par exemple des logements de fonction ou divers avantages, mais malgré ça, c'est difficile d'avoir une bonne couverture médicale partout sur notre territoire. Or, Jérôme Dubois, lui, il avait fait le choix volontaire de s'occuper de petites communes dans le besoin. Il était d'ailleurs très investi, comme je vous le disais, auprès de ses patients, mais aussi dans une approche un petit peu plus politique, en discutant avec des maires pour réfléchir à des solutions à proposer, etc. Du coup, je pense qu'il était pas mal débordé de travail. Je lisais dans certains articles qu'il commençait vers 8h du matin et qu'il terminait rarement avant 21h, 21h30 tous les soirs. Alors certes, il prenait ses mercredis pour passer du temps avec ses enfants, ses dimanches aussi, mais même dans ces cas-là, quand on est médecin, on peut quand même être appelé si jamais il y a eu une urgence. Moi, j'ai grandi à la campagne et je sais que notre médecin y cumulait à la fois son cabinet, les visites à domicile et le poste de médecin de garde. Donc on est largement au-dessus des 35 heures de travail par semaine pour ces professions. Et en fait, un rythme comme ça, on peut le tenir un certain temps, mais généralement ça finit toujours par nous rattraper. C'était le cas pour le docteur Dubois. Dans les semaines qui ont précédé les meurtres, tout le monde a vu qu'il avait l'air de plus en plus épuisé. Il avait perdu beaucoup de poids de manière assez soudaine, perte qui ne peut apparemment pas être attribuée à un gros souci de santé physique, parce qu'il avait fait des analyses de sang, des tests, et sur un plan purement physiologique, il n'y avait rien qui était ressorti. On sait aussi qu'à cette période-là, le médecin s'est lui-même prescrit des antidépresseurs. Il avait commencé à prendre un premier traitement qui visiblement ne lui a pas convenu, donc il a changé pour en prendre un autre. Les analyses post-mortem ont permis de confirmer qu'il prenait la dose tout à fait normale de ce traitement, il ne s'est pas sous- ou surdosé, et ça c'est important de le mentionner. Et c'est ce dernier médicament qu'il avait commencé à prendre environ 2 semaines avant son passage à l'acte qui a été mis en cause dans certaines hypothèses de l'enquête, parce que dans la liste des effets secondaires très rares de ce traitement, il y a l'aggravation des troubles de l'humeur dépressive et un risque de passage à l'acte violent, auto-agressif, c'est-à-dire le fait de s'en prendre à soi-même, ce qui peut aller dans des cas rares jusqu'au suicide, mais aussi hétéro-agressif, où là, le sujet peut s'en prendre à d'autres personnes. Bon, je vais pas vous donner le nom du médicament qu'il prenait parce que je pense que c'est pas la peine de vous faire peur avec ça. Si jamais il y a certains d'entre vous qui m'écoutent qui prennent le même traitement, je voudrais pas que ça vous fasse complètement flipper et que vous arrêtiez de le prendre soudainement parce que un arrêt brutal de médicaments, c'est totalement déconseillé et ça peut avoir des conséquences graves. Je vais vraiment insister sur le fait qu'il s'agissait d'effets secondaires très rares, que vraiment dans la grosse majorité des cas, ça se passe très bien avec ces traitements, et que de toute façon, il faut certainement pas décider d'arrêter sans avis médical. Cela dit, c'est pas la première fois qu'un antidépresseur est mis en cause dans des affaires similaires. On trouve un petit peu partout dans le monde, et notamment aux États-Unis, d'autres affaires de drames familiaux, ou pas d'ailleurs, genre fusillade, dans lesquels des médicaments pour les troubles de l'humeur et généralement des antidépresseurs ont été mis en cause. Là, je vous parle vraiment de personnes qui n'avaient jamais montré d'agressivité dans le passé et qui subitement ont tué des gens sans qu'on ne puisse trouver de mobile à leurs actes.
Honnêtement, ça va être très difficile, voire même impossible de prouver que c'est à cause de ça que Jérôme Dubois est passé à l'acte. Mais voilà, sachez que c'est une supposition sérieuse dans ce dossier. Et je voudrais pas rajouter de l'huile sur le feu dans le climat actuel de méfiance vis-à-vis des laboratoires pharmaceutiques, mais je peux pas non plus vous cacher certaines choses que j'ai pu découvrir en faisant mes recherches. D'abord, moi j'ai pas d'énormes connaissances en pharmacologie, mais de ma propre expérience, je sais que certains traitements peuvent avoir des conséquences assez visibles au niveau de l'humeur. Pour ma part, ça m'est arrivé avec quelque chose de très commun, la pilule contraceptive. Si je sais qu'autour de moi, il y a plusieurs amis qui ont déjà eu à se plaindre de sautes d'humeur assez intenses à cause de la pilule, moi ça a été un petit peu tout l'inverse. Quand je la prenais, toutes mes humeurs étaient complètement aplaties, c'était ultra lisse et constant, mais plutôt sur un fond toujours vaguement triste et déprimé. Bref, j'arrivais jamais à avoir de vraies grosses sensations ou sentiments, et surtout sur le versant positif. Ces choses-là, elles sont revenues après que j'ai arrêté de prendre la pilule, donc je sais, rien que de par mon expérience personnelle, que certains traitements peuvent avoir des effets sur les émotions ou l'humeur, et là je vous parle vraiment d'une pilule qui était microdosée, rien d'extrême. Donc pour ce qui est des traitements lourds, comme peuvent l'être les antidépresseurs, c'est autre chose. On est clairement sur des molécules qui vont venir agir sur les humeurs. Ça va par exemple activer la recapture de certaines molécules dans le cerveau, donc quelque part modifier la façon dont notre cerveau fonctionne. Et loin de moi l'idée de dire qu'en pratique c'est mauvais, je pense vraiment que les antidépresseurs et les anxiolytiques peuvent littéralement sauver la vie de millions de gens qui en ont besoin. Néanmoins, il existe bel et bien des effets secondaires très rares qui ne sont pas à prendre à la légère. Aux États-Unis, il y a eu plusieurs scandales autour de ces traitements suite à des cas de personnes qui n'avaient jamais été agressives et qui, suite à la prise de ces médicaments, sont passées à l'acte et ont tué leur famille avant de se suicider elles-mêmes. Bref, des scénarios qui sont très proches de l'affaire que je viens de vous raconter. Si on n'a pas pu prouver que c'était bien les médicaments qui étaient la cause de tout ça, je tiens à mentionner que certains scandales ont éclaté après que des laboratoires pharmaceutiques très connus et très puissants aient littéralement acheté le silence de familles de victimes. C'est-à-dire qu'ils ont réellement proposé des grosses sommes d'argent aux victimes en échange de la promesse qu'elles ne les attaqueraient pas en justice pour ce qui s'était passé et qu'elles ne contacteraient pas les médias. Donc c'est des choses graves qui font évidemment se poser des questions, même si personnellement je pense que le but c'était surtout d'éviter une mauvaise publicité. Et il n'empêche que ce sont des choses que les labos tentent d'étouffer. Maintenant, je vais aussi me permettre d'aborder un autre point qui, il me semble, n'a pas été abordé dans cette affaire. Donc là, vraiment, prenez bien en compte le fait qu'il s'agit d'une simple discussion sur le sujet, des suppositions que je vais faire, mais pour lesquelles j'ai pas de preuves concrètes. C'est juste que cette affaire, elle me donne un point de départ pour vous parler et vous sensibiliser à un sujet qui est en fait assez méconnu, celui de la dépression. Rien ne me permet d'affirmer que Jérôme Dubois était dépressif lorsqu'il a tué sa famille et s'est donné la mort, mais il y a quand même quelques indices qui me permettent de l'envisager. Le fait qu'il se soit suicidé en est le premier, et le fait qu'il se soit lui-même prescrit des antidépresseurs en est le second. Or, la dépression, vous le savez peut-être, mais elle s'exprime pas forcément toujours de la même façon chez les gens. On a un petit peu tendance à croire qu'une personne qui est dépressive, elle va passer ses journées au fond de son lit à pleurer sans être capable de faire quoi que ce soit. C'est possible que ça s'exprime de cette manière lorsque la tristesse et l'apathie sont les symptômes prédominants, mais honnêtement, la plupart des personnes qui luttent contre cette maladie ne sont pas autant engluées dans l'inactivité qu'on pourrait le croire. Et c'est d'ailleurs ce qui est particulièrement dangereux parce que ça tend à invisibiliser encore plus la maladie. Et pourtant, ça ne signifie pas qu'elle est moins prégnante, qu'elle est moins importante. Parfois, la dépression, elle va s'exprimer au travers d'autres symptômes. C'est notamment le cas de l'agitation et de l'agressivité. C'est si peu connu qu'on peut facilement passer à côté d'un bon diagnostic et ça peut dégénérer jusqu'à des actes graves. Il y a même des formes de dépression qui peuvent conduire à des symptômes d'apparence psychotique, comme des hallucinations par exemple. Je sais pas si vous le saviez ça. Moi, je voudrais apporter cette nouvelle hypothèse dans l'affaire dont je vous parle aujourd'hui. Alors, certes, il est possible que le traitement médicamenteux ait aggravé un trouble dépressif chez Jérôme Dubois,
Ou on peut se dire que c'est cette molécule qui a entraîné le passage à l'acte, mais peut-être qu'à l'inverse, c'est la maladie elle-même qui a été si forte qu'elle a provoqué une explosion de rage complètement létale. Il faut pas oublier qu'il existe ce qu'on appelle les meurtres altruistes. Alors c'est un terme un peu maladroit parce que, évidemment, il faut pas le prendre comme si c'était objectif. Au contraire, quand on dit altruiste, c'est parce que on se met dans la tête du tueur qui est convaincu qu'il fait ce qu'il y a de mieux pour la personne qu'il tue. Et c'est le cas justement pour certaines personnes vraiment très dépressives qui voient la vie sous un jour tellement pessimiste qu'elles considèrent la mort comme une réelle délivrance du quotidien et des souffrances qui y sont associées. Je pense qu'on peut totalement envisager cette possibilité dans ce qui est arrivé dans cette famille. Je dis pas que c'est sûr, que c'est la bonne explication, mais je pense juste que c'est une théorie qui tient la route, tout simplement. Et là, je crois qu'on touche du doigt quelque chose qui, personnellement, me travaille et me révolte depuis pas mal de temps maintenant. En fait, c'est le manque de sensibilisation qu'il y a en France concernant la dépression et le risque de passage à l'acte suicidaire. Pour être 100% honnête avec vous, même avec un master et un diplôme de psychologie reconnu par l'État, je me sens pas du tout suffisamment formée à ces problématiques et je pense qu'il y a encore un énorme tabou autour de ces questions, ce que je regrette très amèrement. Aujourd'hui, on a tous déjà été touchés de près ou de loin par la question du suicide, que ce soit le fait de l'avoir déjà envisagé, parfois même d'avoir déjà fait une tentative, ou que ça concerne nos proches, et on n'en parle pas assez. On fait trop souvent comme si c'était normal d'avoir des passages à vide, on banalise trop le fait d'avoir des idées noires, et quand on dit idées noires, en fait, c'est souvent pour dire d'une façon vaguement douce que des personnes pensent à la mort et l'envisagent comme une éventualité, comme un échappatoire à des douleurs psychiques. Alors attention, là je parle pas de la question de l'euthanasie pour des personnes qui souhaitent mourir dignement lorsqu'elles sont atteintes de pathologies complètement irréversibles et souvent très très douloureuses physiquement et psychiquement. Non, moi ici je parle vraiment de personnes qui à un moment dans leur vie vont vraiment penser que leur détresse psychique est trop intense, qu'elles sont un poids pour leur entourage et que finalement tout serait mieux, tout serait plus serein si elles se donnaient la mort. Et je trouve qu'on nous dit pas assez, on nous dit pas en fait que le simple fait d'avoir ces pensées, ça devrait être un énorme signal d'alerte, que c'est pas normal, que c'est jamais normal d'avoir ce type de pensée. Que ces pensées-là, elles sont les symptômes, les résultats d'une maladie qui peut toujours être traitée et souvent être guérie. On nous le dit pas assez et ça, je vais être honnête, ça me met assez en colère. Si seulement il y avait autant de prévention concernant le suicide et la dépression qu'il y en a pour la sécurité routière, des fois je me demande combien de vies pourraient être sauvées. Et là, je dis pas du tout qu'il faut délaisser le sujet de la prévention routière ou toute cause de mortalité, mais juste je comprends pas pourquoi on nous dit jamais rien quasiment sur la santé mentale. Le fait d'envisager la mort comme solution à ses problèmes, que ce soit sa propre mort ou celle d'un tiers, ce n'est jamais une vraie solution. C'est l'expression d'un trouble ou d'un mal-être et il faut chercher de l'aide. C'est vraiment tout simple. Alors pourquoi est-ce qu'on ne nous le dit pas dès l'enfance, dès l'adolescence en tout cas? Pourquoi il n'y a pas des spots publicitaires pour que cette idée qui est si simple, si pleine de bon sens, elle s'ancre dans nos esprits au point qu'il ne soit plus possible que les personnes qui s'apprêtent à passer à l'acte n'entendent pas une petite voix dans un coin de leur tête pour leur dire « Eh, là il y a un souci et en fait il faut que tu cherches de l'aide ». Et je suis pas naïve, je dis pas que ça marcherait à tous les coups, ce serait complètement utopique de le croire évidemment, mais ça sauverait des vies, ça j'en suis persuadée. Alors je m'excuse un petit peu pour la tournure qu'a prise cette vidéo, je sais qu'on a largement débordé du cas particulier que je vous racontais, mais c'était important pour moi d'aborder ces questions avec vous. Je pense que j'y reviendrai plus tard, je vous redirai toutes ces choses parce que, après tout, la prévention, elle peut aussi commencer comme ça. Moi, à mon échelle, je voudrais utiliser la petite visibilité que j'ai sur Internet pour faire passer ce message et j'espère qu'il sera relayé le plus possible. Il faut qu'on parle, qu'on ouvre la parole sur ces sujets difficiles, mais nécessaires, et pour ça, je compte sur vous. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous embrasse très sincèrement et j'espère que, quelque part, il y a une personne qui aura entendu ces mots
qu'ils seront tombés au bon moment et que ce message n'aura pas été vain. Comme d'habitude et plus que jamais, n'oubliez pas de rallumer vos lumières. À bientôt. But I won't be afraid of these cold lines on my face, for they may lead me to a better place. Will you remember what I've done? Will you remember